Eric, bonjour. Bonjour Vincent. Alors nous allons nous intéresser tous les deux au marché américain parce que ce sont les marchés directeurs et que de leur sort dépend celui des autres marchés actions. Exactement. Alors la question c'est de savoir s'ils sont trop chers ou pas. Et c'est une question légitime quand on regarde leur performance des années passées. Premier graphique à apparaître à l'écran, la performance comparée du Dow Jones, du Nasdaq et du S&P 500 depuis le 1er octobre 2007, c'est-à-dire avant la crise et l'effondrement qui s'en est suivi. 1er octobre 2007, ce n'est pas une date fortuite puisque c'était le dernier point haut. Or, par rapport à ce dernier record, eh bien, on est 140% au-dessus pour le Nasdaq et 74% au-dessus pour le S&P et le Dow Jones. Alors, les marchés américains sont-ils trop chers, Eric? Alors pour répondre à cette question, il y a évidemment la valorisation, mais il faut aussi regarder la liquidité et les profits. Et on peut peut-être commencer par la liquidité, par exemple. Alors, la liquidité, en effet, parce qu'on a dit que les marchés actions américains avaient progressé parce que la Fed, la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale américaine, avait été particulièrement prodigue en liquidité. Et d'ailleurs, le graphique que vous nous avez apporté semble l'illustrer, c'est-à-dire qu'on a une concomitance de la progression du bilan de la Banque centrale américaine et des cours du S&P. C'est vrai, et je pense que le graphique est assez parlant. Il y a presque un copier-coller entre les deux courbes. Et je voudrais mettre en évidence le fait qu'on démarre en 2009, enfin 2008 avec une récession, et on n'a pas d'autres récessions aux États-Unis, ce qui fait une grosse différence par rapport à nous en Europe, par exemple. La deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, on voit une inflexion à la hausse de ce bilan qui arrive finalement sur un plateau. Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu d'autres récessions après 2008-2009, c'est ce que vous vouliez dire? C'est ça, oui, tout à fait. Parce que nous, on a eu la crise souveraine, on a eu également un effondrement des matières premières qui a pesé beaucoup plus chez nous en Europe qu'aux États-Unis. Ça n'a pas empêché la Fed de rester très accommodante. Très accommodante, jusqu'à arriver sur un plateau à un moment donné. Et on voit que là, c'est une maturité de l'économie américaine. Et en général, ce sont les taux d'intérêt qui arrivent sur un plateau. Et quand on arrive à cette étape-là, eh bien, c'est en général pas terrible pour les actions. Et d'ailleurs, il y a eu une correction à ce moment-là. Il y a eu une correction. Quand la Fed a commencé à resserrer un peu le robinet. Il y a eu une correction quand finalement on est arrivé sur ce plateau. Et cette correction a tourné court parce que finalement derrière, en février 2016, enfin en janvier 2016, les prix des matières premières se sont retournés. En février, c'était les actions. Donc on a eu un contre-choc pétrolier qui a commencé. Au même moment, la Chine a également apporté un peu de carburant parce qu'elle a fait des plans de relance pour éviter la sortie des capitaux massifs. Donc on a ce contre-choc pétrolier qui envoie finalement le marché très haut, alimenté aussi par toutes les réformes potentielles de Trump. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit une divergence notable sur le graphique que vous nous avez apporté entre le bilan, enfin, l'évolution du bilan et le parcours du S&P 500. Mais d'autant plus si on regarde l'avenir, puisqu'en effet... c'est ce que j'allais vous dire. Si on fait des projections, normalement, le bilan, il doit se réduire. Voilà. Donc ça, c'est pas de bon augure pour les actions américaines. Non, on retire le tapis. Donc ça militerait pour qu'on se désengage un petit peu des actions américaines, ou en tout cas pour qu'on se dise, attention, il y a un petit danger. Cela dit, autre graphique que vous avez apporté également, qui semble infirmer ce premier postulat, puisque là, on a la mise en exergue de la progression parallèle des bénéfices par action aux États-Unis et du S&P 500, qui est l'indice le plus représentatif de la cote américaine. Donc là, on se dit, tout va bien. La hausse est justifiée par la progression des bénéfices et des profits. Tout à fait, parce qu'en fait, on a donc ce facteur liquidité, on a également un soutien fondamental de la part des profits qui ont doublé finalement depuis le point bas du marché américain. Donc, on a ce paramètre-là qui devrait se poursuivre, parce que finalement, si on admet des marges stables l'année prochaine aux États-Unis, ça veut dire que les ventes peuvent croître à peu près du niveau du PIB nominal, c'est-à-dire 2%, plus 2% d'inflation, ça fait 4%. On ajoute la baisse des taxes, on ajoute le rachat d'actions, on ajoute la baisse du dollar, on voit qu'on a certains éléments de confort pour dire que les profits devraient continuer à monter. Donc moins de liquidité, mais
pour l'instant, toujours des profits à l'horizon. Des profits qui rassurent, mais il y a un autre paramètre dont on doit parler, c'est la volatilité. Et là, c'est un paramètre qui trouble, parce que la volatilité n'est pas aplatie, elle est tout juste annihilée, elle est inexistante aujourd'hui. Alors généralement, on le sait, ce n'est pas un bon indicateur, ce n'est pas un indicateur avancé très favorable au marché. Et alors là, vous nous avez apporté un autre graphique, je vais vous demander de le commenter. C'est un graphique qui met en parallèle la volatilité exprimée par le VIX et les taux de la Fed décalés de 2 ans. C'est bien ça? C'est ça. Donc en fait, on vient de voir qu'il y avait finalement un argument positif qui allait disparaître, puis un autre qui restait. Donc on voit qu'il y a une ambivalence, et on s'aperçoit que la volatilité qui est extrêmement basse est en fait une fonction retardée de la politique monétaire. Et dans l'histoire, il y a un décalage d'environ 2 ans. La Fed ayant remonté ses taux d'intérêt pour la première fois, enfin je veux dire l'amorce étant en décembre 2015, actuel, oui. Dans ce cycle, ça veut dire que potentiellement, si on prend les choses telles quelles, 2 ans après, c'est bientôt. Donc on pourrait avoir, avec cette lecture, en effet, un retour d'un peu plus de volatilité. Et la volatilité, il faut bien avoir en tête que c'est une lecture du risque, mais c'est une lecture du risque passé, ça veut dire que le risque dans le passé est finalement très faible, a été très faible, mais la bonne lecture du risque à venir, en fait, ce n'est pas la volatilité actuelle, c'est la valorisation. Plus on est cher, plus le marché est risqué à l'avenir. Très belle transition, Eric, parce que je savais où vous vouliez nous emmener. La valorisation, c'est le 4e graphique que vous nous avez apporté. Alors, là encore, il va falloir un peu expliquer de quoi il retourne. C'est le PER des actions américaines comparé alors, à une valeur d'équilibre qui correspond, je vous cite, au ratio 20 moins l'inflation. Alors, le ratio 20 moins l'inflation, on va expliciter de quoi il retourne. On part d'un PER théorique de 20 dont on retranche l'inflation, et comme ça, on a une sorte de jauge qui permet de déterminer si on est trop cher ou pas trop cher sur un marché action, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs façons de mesurer la cherté d'un marché. Ça dépend, on est cher, mais ça dépend par rapport à quoi on se compare. Si on se compare au taux long, ce qui est en général, on dit oui, la prime de risque n'est pas très chère. Bon, évidemment, vu que les taux longs sont très très bas aujourd'hui, ça veut dire que oui, on n'est pas très cher par rapport à cette métrique. Mais maintenant, si les taux d'intérêt, on a bien en tête qu'ils sont anormalement bas, peut-être qu'il faut se rapprocher plutôt de l'inflation plutôt que des taux d'intérêt. Et là, on a une métrique qui est très intéressante, qui est cette règle des 20, c'est une métrique très connue aux États-Unis, où finalement, quand on compare dans l'histoire le PER avec les régimes d'inflation, c'est la relation la plus stable dans le temps en matière de valorisation des actions. Je m'explique. Quand on a un petit peu d'inflation, mais pas beaucoup, entre 0 et 3%, c'est là où on paye le plus cher les actions en moyenne. Et historiquement, aux États-Unis, ça se payait 18 fois. D'ailleurs, il y a une inflation de 2 sur le long terme, et donc 20 moins 2, vous voyez qu'on tombe sur 18. Maintenant, si on a plus d'inflation, ou si on tombe au contraire vers de la déflation, on paye de moins en moins cher les actions. C'est un peu comme une sorte de pyramide, comme ça. Alors, ce ratio de 20 moins l'inflation correspond exactement, en fait, au tracé de ces observations historiques, empiriques, du lien entre l'inflation et le PER. Donc aujourd'hui, puisque nous nous situons, où les actions américaines se situent au-dessus de ce ratio 20 moins l'inflation, on peut considérer que le marché est cher. C'est exactement ça. C'est une frontière qui a été franchie, c'est une sorte de frontière en fait, de sur- ou sous-valorisation. Et quand on passe au-dessus, c'était le cas en octobre 87 par exemple, c'était devenu trop cher. Mais c'était le cas aussi quand, souvenez-vous, en décembre 96, Alan Greenspan nous parlait d'exubérance irrationnelle. On a également passé ce cap. Et c'est également le cas aujourd'hui. Et quand on compare ces deux événements de 87 et 96, c'est intéressant de les avoir à l'esprit parce que peut-être qu'on est en bulle aujourd'hui, ou en tout cas en survalorisation. De bulle, peut-être. Mais en tout cas, 87, ça a été brutal. 96, ça a duré longtemps. Donc la question, évidemment, c'est de savoir combien de temps on peut rester dans ce mode de surévaluation sur le marché. Et vous avez la réponse? La réponse n'est pas évidente, mais on peut penser que compte tenu de ce qui se passe sur les profits,
compte tenu du fait que la récession américaine, on ne la voit pas arriver en 2018, le taux de chômage continue de baisser, il n'y a pas encore les ferments de l'inflation qui se mettent en place, on pourrait penser qu'on a encore un peu de temps l'année prochaine sur les actions, mais en même temps, comme on le disait avant, la volatilité peut aussi revenir. Eric, est-ce qu'on ne se fait pas du mouron pour rien? Très sincèrement, bon, ok, on a des indices qui laissent à penser que le marché pourrait être cher, j'emploie à dessein le conditionnel, mais on en a d'autres qui infirment cette thèse. Et notamment, il y a un point que vous avez à peine mentionné, mais qui mérite d'être développé, c'est le fait que, ok, si on fait une photographie aujourd'hui de la valorisation des actions américaines, on peut se dire c'est cher. Sauf que on a dans les tuyaux, et ça a été annoncé durant la campagne électorale présidentielle aux États-Unis, on a dans les tuyaux une baisse des impôts sur les sociétés. Vous l'avez évoqué. Or, cette baisse, elle pourrait être de 25-30%. Ça veut dire que mécaniquement, les profits des sociétés américaines vont progresser. Et du coup, ce qui paraît cher aujourd'hui ne l'est peut-être pas tant. Alors, il faut relativiser un petit peu cet argument sur la baisse des taxes, hein, parce que on nous annonce une baisse de taxes de 35 à 20%, mais en réalité, il faut savoir que le taux effectif payé par les sociétés cotées aux États-Unis, c'est 25%, parce qu'il y a beaucoup de sociétés internationales. Donc, il y aura un impact positif, mais moindre que la simple comparaison des deux taux qui est un petit peu facile. Ça ne sera pas le grand soir. Ça ne sera pas le grand soir. Mais ceci dit, ça sera néanmoins positif. Donc c'est un facteur qui, en effet, milite pour une poursuite de la hausse des profits l'année prochaine aux États-Unis. C'est clair. Bon, d'accord, Eric, mais je ne vous sens pas très à l'aise avec les actions américaines. Et c'est peut-être justifié. Voici un graphique qui met en rapport les cours et les bénéfices des sociétés américaines par rapport aux cours et aux bénéfices des sociétés du reste du monde. Il s'agit donc d'un indicateur de sur- ou de sous-performance des actions américaines. Et en l'occurrence, eh bien, on observe qu'elles ont très largement surperformé ces dernières années. C'était vrai jusqu'à très récemment, puisque en fin de courbe, on note une inflexion, ce qui veut dire que les bénéfices et les cours augmentent plus vite dans le reste du monde. Du coup, est-ce qu'il ne faut pas se dire, OK, il faut rester sur les actions, mais ailleurs qu'aux États-Unis? Exactement. En fait, il y a un décalage cyclique entre les États-Unis et le reste du monde qui est assez classique, sauf que de façon habituelle, ce décalage est plutôt de l'ordre de 10 mois, par exemple, entre l'évolution des marges aux États-Unis et celle de la zone euro. Et cette fois-ci, on a un décalage de 22 mois. Donc on a un décalage qui est plus long. Par contre, on a une resynchronisation des économies mondiales. Et donc, tant qu'à faire, autant aller acheter les marchés qui sont un peu en retard et qui sont un peu moins chers. Après, la question, c'est une question de proportion, parce que, évidemment, si le marché américain s'effondre, eh bien, les autres bourses vont également baisser, et on sait que c'est souvent le cas. Donc, soit on a des paris peu marqués, soit eh bien, on a des paris un peu plus marqués, mais on va chercher sur un portefeuille élargi, sur d'autres classes d'actifs, un peu d'or, etc., de protéger finalement son portefeuille. Eric, merci. Merci à vous.